J'avais un respect pour leurs coutumes, encore une fois, pour autant qu'ils ne se dirigeaient pas contre la loi écrite. Mais je peux vous raconter des histoires. Un jour au tribunal c'était un Ganandjik, un tribunal coutumier, là j'étais le président. Il y avait je dirais, un différend entre deux femmes. L'une disait que le petit mouton était à elle et l'autre disait non, il est à moi. Alors j'ai vu des juges noirs faire un jugement, je n'aurais jamais pensé à ça. Ils ont dit aux deux femmes, vous amenez les mères. Et vous voyez les deux femmes qui viennent avec les deux moutons. Alors le juge président a pris le bébé mouton et il a dit, allez, va chercher la mère. Et le petit mouton est automatiquement allé chez sa mère. Le jugement était naturel, clair et net. Mais il fallait voir cette scène, ce petit mouton qui allait vers ça. Fantastique. Je reviens en Belgique pour mon congé. J'arrive à Bruxelles et on m'appelle au ministère des colonies, parce que ça s'appelait, mais c'était les colonies. Et on me dit, voilà, vous allez rester 1 an en Belgique. Ah, je dis, pourquoi? Eh bien, dit-il, vous allez aller à l'université. Ah, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez à l'Institut Solvay. Je ne sais pas si vous connaissez l'Institut, peu importe l'Institut Solvay. Bien sûr. Et vous allez apprendre l'arabe, le Coran. Et je dis, dans quel but? Eh bien, dit-il, nous avons une évolution de l'islam au Congo. Et surtout à Léopoldville. Il dit, et vous allez apprendre ça, et on va vous retourner à Léopoldville. Et j'ai fait donc 1 an, une candidature en sciences orientales à l'Institut Solvay. Et je suis retourné à Léopoldville. Et à Léopoldville, je me suis occupé des musulmans. Donc au moment où moi j'arrive là, au mois d'août 58, il y avait déjà 2 ou 3 mosquées rudimentaires et il y avait déjà 2 ou 3 écoles coraniques. Qui étaient les musulmans? C'était surtout les commerçants Haoussa qui vendaient des poufs et des trucs dans ce genre. Donc, et qui avaient des femmes et qui procréaient, ce qui est normal, mais qui étaient musulmans. Il y avait le même phénomène dans l'est de la colonie, donc dans la région du Kivu, les infiltrations. J'ai été à Léopoldville, je connaissais le Mamdoukadi, le imam, j'avais des bons contacts avec ces gens, et à nouveau, dans le sens, tout ce qui est contraire à la loi belge, c'est défendu. Allez, il y a un verset dans le Coran qui dit « Vous devez convaincre un non-croyant à devenir croyant. Si ça ne va pas par la conviction, c'est par la force. » Eh bien, la Belgique accepte jusqu'à la conviction. Nous n'acceptons pas la force. Parce que pour nous, et je suppose pour vous aussi, la pensée religieuse est libre. Mais n'est-ce pas ce que les Belges ont fait aussi par la force avec le christianisme en arrivant dans les premiers temps? Pardon? Dans la force, utiliser la force pour convertir des gens au christianisme. Les Belges l'ont fait aussi dans son temps. C'est un sujet assez dangereux à évoquer, mais en Amérique du Sud, qui a christianisé l'Amérique du Sud, les chrétiens, les pères chrétiens, je ne dois pas dire qu'ils l'ont fait avec des petits gâteaux. Hein? Ça. Est-ce que vous voyez... C'est un sujet que je n'aime pas tellement. Qu'il y a eu des exactions, la réponse est oui. Qui a fait les exactions, je ne tiens pas tellement à en parler, parce qu'il y a pas mal de religions qui ont du sang sur leurs mains. Que la période léopoldée, il y a eu des exactions, c'est clair et net, mais couper les mains et tout ça, c'était pas
l'Européen qui faisait, c'était les musulmans, c'était Tipo qui a été combattu par 2 sergents qui ont d'ailleurs leur statut sur la digue de Blankenberg. Un s'appelle De Bruyne et l'autre, bon, j'ai oublié le nom. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il eût fallu faire autrement Ah ben, dans l'approche belge, on va dire. C'est une très bonne question. Oui. Je dirais que quand j'ai vu mon premier terme, et chez les Kaniok, j'insiste sur le Kaniok, cette tribu était une tribu fort en arrière encore. J'ai jamais vu autant de seins que dans le premier terme. Les femmes couraient encore de mes nus. D'ailleurs, je vais vous montrer, des photos. Oui. Bon. Donc c'était encore vraiment coutumier jusqu'à l'extrême. Oui. Le deuxième terme, j'étais à Ganandjika chez les Baluba. Et là, c'est déjà complètement différent. D'ailleurs, les Baluba, les Noirs appelaient les Baluba, en nouveau, n'interprétez pas le terme dans le sens du mot, on les appelait les Juifs du Kasaï. Mais ils étaient fortement instruits. C'était des types qui pouvaient être comme un Européen, comme n'importe qui. Mon commis, Piana Ferdinand, était un Moulouba, mais je ne dis pas qu'il aurait pu faire mon travail, mais il aurait pu faire un travail beaucoup plus et beaucoup mieux à ses attitudes. Et ça a été la grosse erreur de la Belgique. Nous avons attendu trop longtemps d'instruire une certaine catégorie de Noirs qui étaient capables d'ouvrir leur cerveau pour ce qu'on a leur donné. Ceux qui ont compris ça, ce sont les révérends pères et les protestants. Kasavubu est un type qui, 1 an avant de devenir prêtre, a dit « je m'arrête ». Ah oui. Kasavubu a fait, je crois, 3 ans de... Théologie? Oui, théologie, mais c'est le cas. Allez, aidez-moi. Aidez-nous, l'équipe. Le séminaire. Voilà. Le séminaire, oui. Il a été au séminaire. Du Bas-Congo d'ailleurs. Et donc, il y en a. Donc, et les protestants du même, et eux ont même envoyé des Congolais aux États-Unis. On va revenir parce que je vous avais posé une question que sans doute nos téléspectateurs attendent. On avait une partie dans ce que vous pensez qu'on aurait pu faire autrement. N'oubliez pas. Et donc il y avait l'éducation, entre autres. Vous pensez que vous aurez pu, d'une certaine façon, considérer d'éduquer d'autres couches de la population congolaise pour qu'ils puissent... La seule, dans l'éducation intellectuelle, où la Belgique a vraiment presté, c'est dans l'école primaire. On peut dire qu'à un moment donné, 90% des petits allaient à l'école. Dans l'école secondaire, donc les études secondaires, ça allait déjà beaucoup moins bien. Il y avait quelques lycées, il y avait des collèges, mais moins. Par exemple, ma fille a été à l'Athénée de Léopoldville, ensemble avec des petites négresses dans sa classe. Nicole, en l'Athénée de Léopoldville, était déjà mixte. Mais c'était trop tard. On avait dû commencer ça au moins, j'oserais dire au moins 6 ans plus tôt, on aurait pu créer, enfin quand le Congo est devenu indépendant, je crois qu'il y avait trois universitaires, Bomboko Justin, que j'ai connu personnellement. Et, il y avait 3 universitaires congolais? Oui, 3 ou 4, il y avait des ingénieurs agronomes, mais il n'y avait pas 10 universitaires congolais en 1960. Ah bon, pourquoi? C'est pas mon rôle ici à savoir pourquoi. L'État ne l'a pas fait. Sauf, je dis, les curés et les missionnaires. Le problème, c'était que le blanc, c'est à nouveau très difficile à exprimer, mais le blanc était plus là pour punir. Moi, j'avais un taux. C'était de 3 jours à 7 jours. Parce que ça ne nuisait pas au sol. Mais j'étais certain qu'au bout de 7 jours, il allait travailler. Il faut que quand vous faites une punition, que celui qui reçoit la punition
peut raisonner aussi oui. et comprendre pourquoi je reçois cette. Et ça, beaucoup d'Européens ont failli. Le fouet, parce qu'on n'a pas encore parlé du fouet. Ah oui, ouais. vous m'avez pas. Bon, quand moi je suis arrivé, c'était légalement 8 coups de fouet. C'était fait dans un nerf d'hippopotame. Waouh! Un fimbo. Encore, ouais. Et c'était quoi? C'était dans quel cadre qu'on va fouetter quelqu'un? Bon. Parce que à l'école aussi? Non. Le seul qui pouvait attribuer les coups de fouet, c'était l'administrateur. Moi, je pouvais donner l'ordre de donner. Oui. Mais je n'en ai jamais donné moi-même. Les coups de fouet étaient donnés par un soldat de la force publique. Oui. En général, on mettait un caporal. Je dirais 80% des Européens l'appliquaient selon la loi. Et dans tous les graines, il y a des mauvais trucs. Il y en a 20 qui outrepassaient leur autorité. Leur pouvoir. Mais ça vous avez partout, oui, certainement. Même chez nous. C'est ça ce qui me heurte quand on parle du colonialisme. Oui. Mais il est un fait, chaque colonialisme apporte des exactions. Oui. N'importe au monde, n'importe où. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, alors que les colonies anglaises, les pays colonisés par les Anglais, fonctionnent mieux aujourd'hui que les pays colonisés par les Belges et les Français? Quelle est l'erreur, la différence? Non, une grosse erreur, c'est déjà que le Français et le Belge ne sont pas anglais. Oui. C'est une énorme chose. L'anglais est stigmatique. Un anglais, c'est 1 plus 1 égale 2. Oui. Le belge, c'est 1 plus 1, 1,5. Et le français, c'est 1 plus 1, 2,5. Oui. Donc l'anglais, dans ce sens-là, coup de chapeau. Droite, c'est droite. Point à la ligne. Oui. Ça, c'est la grosse différence. Et là, l'anglais a pu, avec moins de force. Mais qu'est-ce qu'ils ont introduit pour remplacer cette force? Et ça, je voudrais que vous le disiez. C'est la séparation complète de noir et blanc. Ah oui. Ça a provoqué. Oui. Et ça, beaucoup de gens oublient que c'était à l'origine de la force des Anglais. C'était eux le maître et les autres n'avaient strictement rien à dire, n'avaient qu'à subir. Oui. On peut parler des heures là-dessus. Hein? Oui. Un principe bien défini, c'est que le noir, qui était sous l'influence, je dirais, du régime anglais, a accepté cette situation et continué à l'accepter. Oui. Mais pourquoi le policier congolais fait ça? Parce qu'il est mal payé, ou parfois même pendant des mois, pas payé. Les instituteurs, même tabac. Alors, il y a une autre chose, c'est que quand nous avons quitté le Congo, vous étiez, disons, maximum 15 millions, mais disons entre 10 à 15 millions. Et maintenant, je crois que vous êtes 80 millions. Oui. Qui a voulu l'indépendance? Les Congolais? Ah bah oui. Ah bah oui. Et qu'est-ce que, justement, en parlant d'indépendance, vous pensez de l'assassinat de Lumumba? La responsabilité des Belges dans son assassinat et les excuses présentées après qu'on ait reconnu. Juste des excuses. Vous pensez quoi de ça? Mais je dis que c'est un sujet excessivement dangereux à aborder. Les grands responsables en pensée sont les États-Unis. Les exécutants, c'est nous les pauvres. Nous avons exécuté quelque chose qui, ou on le voulait, ou on ne le voulait pas, nul ne va le dire. Oui. Mais nous avons fait quelque chose que très probablement, on ne voulait pas, ça je n'en sais rien. Oui. Mais ce n'est pas nous qui ont inventé le... non, j'aime beaucoup le... Non. Mais le fait est là. Oui. Le fait est là, c'est connu. Et le feu de l'Union minière, avec le produit chimique dans lequel
on a, je dirais, éliminé la chair du corps, tout ça est connu. Mais ça, c'est l'arrière-fait. Il ne faut pas condamner l'arrière-fait, il faut condamner le principe de l'acte. J'ai encore des petites questions d'actualité. Donc, comme vous le savez, pour parler de Lumumba, on a érigé une statue de lui. À Moscou même. À Moscou aussi? Ah, ceci, on l'apprend. Et même une université à Moscou. L'université Lumumba. Oui. Donc ici, il a fallu quand même se battre assez longtemps pour obtenir la statue. Et aussi, donc, du coup, ça révolte un peu le peuple congolais d'avoir à se battre si longtemps quand les choses sont claires. Bon. Parce que c'est peut-être un sujet gênant, on va dire. C'est un sujet gênant. Pourquoi les Belges, les Russes ont fait une statue, hein? Pourquoi les Belges feraient une statue à Lumumba? Puisque les mêmes Belges sont inculpés d'avoir n'a aucun sens. L'actualité maintenant, avec le Congo et la Belgique, c'est aussi la restitution des biens muséals, des œuvres muséales au Congo. Est-ce que ça, vous comprenez que le Congo demande restitution, d'une part, et d'autre part, que les Belges ne sont pas... voilà, sont un petit peu lourds. Oui, réticents. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a certainement une partie de ce musée qui doit repartir au Congo, à une condition. Mais à une condition, que les trucs ne seront pas vendus. Mais à une condition qu'on donne la certitude que ça va au musée et que ça reste au musée. On peut même le clouer dans le sol, si tu veux. Donc, hein. Mais que ça n'y va pas et que d'ici 2 ans, on recommence le bazar pour dire « oui, mais il nous faut ». Mais vous avez absolument droit à des choses qui se trouvent... Si demain vous voulez prendre ça pour mettre au musée, mais prenez-les. Peut-être vous avez un dernier mot à dire. Comment c'est en Belgique, je veux dire, dans l'actualité maintenant, il y a une montée du racisme peut-être. Je pense que vous êtes aussi bien placé peut-être pour communiquer, parce que vous avez été en communication avec des populations qui vous étaient totalement étrangères et inconnues. Pour un dernier mot, est-ce que vous avez quelque chose à dire autant aux Belges, quel qu'il soit, qui qu'il soit, raciste ou non, qu'aux Congolais ou à tous les étrangers vivant en Belgique qui nous regardent? Évitez le racisme. Tout le monde est né nu. Moi, je suis né nu. Et vous êtes né nu. Moi, j'ai eu le bonheur, si vous voulez, d'être né blanc. Et vous, pour votre bonheur, vous êtes né noir. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, j'ai énormément de respect pour vous. Et j'espère que j'ai le respect de retour. Bien sûr. Mais, malheureusement, je crois que si vous devez mettre ça en pourcentage, que le sentiment, l'embryon du racisme se trouve plus chez l'Européen que chez le coloré. Moi, j'ai perdu une grosse partie de mon cœur là-bas. En Afrique. Trop embryonnaire. Qu'est-ce qu'on ferait alors? Puisque la venue massive de migrants ou d'étrangers, c'est ça qui gêne en fait. Qu'est-ce que dans l'idéal on ferait avec votre expérience? On dit tout le temps que c'est la fin, mais c'est tellement passionnant qu'on nous avons quitté le Congo maintenant. Qu'est-ce qui gêne? Pas le Belge, parce que maintenant on est un peu général. Qu'est-ce qui gêne le blanc en Europe? C'est cette arrivée de masse, de colorés, mais en plus grosse partie des Noirs, en provenance de n'importe quel État, peut-être même du Congo, mais de tous les États, et qui disent, si on est là, on nous donnera certainement une tartine. Ils viennent, et ça je comprends, parce qu'ils ont faim, parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils n'ont pas de sous, patati. Ce sont surtout des jeunes. Si ce sont des jeunes hommes, des mâles, je accepte encore. Mais quand je vois dans ces bateaux en caoutchouc des mères qui donnent le sein, moi je ne comprends pas ça.
Ça, je ne comprends vraiment pas, parce que ça, c'est aller à la mort. Que voulez-vous que cette femme, avec son bébé, vienne faire? Vous êtes à Bruxelles, hein? Vous allez à la gare du Nord, vous avez été, oui, j'ai vu. C'est triste. Oui. C'est un triste spectacle. C'est très triste. J'ai les larmes aux yeux, mais à qui la faute? À nous. Et je ne suis pas raciste, loin de là. L'Europe ne sait pas nourrir tout le monde. C'est pas possible. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous avons ouvert, comme on l'a dit, une porte sur l'histoire grâce à M. Van Beek, qui nous a fait l'honneur de nous inviter dans son superbe jardin pour répondre à quelques-unes de nos questions, pour qu'on tente de comprendre comment un homme qui a l'expérience qu'il a, comment il voit encore l'Afrique aujourd'hui, comment il l'a vu à l'époque, comment il voit le citoyen belge, comment il voit l'homme noir encore, avec quel regard il a. Quel est le regard qu'il pose sur le noir aujourd'hui, puis sur quelques facettes de l'actualité entre le Congo et la Belgique notamment. Merci beaucoup Monsieur Hugo, Monsieur Van Beek pour votre temps. Et puis sachez que c'est très important pour l'émission d'aller à la rencontre de personnes telles que vous, de personnalités comme vous, qui sont les gardiens un peu, comme vous dites, de plusieurs de ces personnes que vous nous contez ont disparu. Donc pour nous c'est très important de pouvoir recueillir votre témoignage à chaud, comme vous l'avez dit, et de pouvoir le partager avec les téléspectateurs pour qu'ils en sachent un peu plus. Voilà. On espère que cette émission vous a plu. Est-ce que M. Van Beek, vous avez un dernier mot à dire aux téléspectateurs pour terminer cette fois-ci? Merci beaucoup. C'était beaucoup trop court parce que j'aurais encore 1 ou 2 jours besoin de continuer. Mais moi, je souhaite que le peuple congolais soit un peuple heureux, où vivre serait aussi heureux que moi je vis en Belgique dans mon jardin. Voilà. Voilà, ça c'était un message pour le peuple congolais et peut-être pour tous ceux qui interagissent avec les Congolais aussi. On vous dit merci, à très bientôt. Nous sommes sur Enjeu Télévision et c'est votre émission Entre-temps. À bientôt.